Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Ces dernières années, les relations commerciales entre Moscou et les pays africains ont connu un bond certes impressionnant, mais loin d'être satisfaisant de l'avis du président russe Vladimir Poutine. En 5 ans, nos échanges commerciaux ont presque doublé pour dépasser les 20 milliards de dollars. Mon homologue estime que c'est un grand chiffre, mais je ne suis pas d'accord. Mesdames et messieurs, sachez que 7,7 milliards de dollars proviennent du seul commerce avec l'Égypte, ce qui représente environ 40% du total. La Russie entretient avec certains pays africains des relations historiques. En Afrique du Sud, l'ANC, qui est aujourd'hui au pouvoir, a bénéficié pendant longtemps du soutien soviétique. Notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a duré de nombreuses années et ce fut une relation forgée dans la lutte. Et à bien des égards, l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud libre, est ce qu'elle est aujourd'hui en grande partie grâce au soutien que nous avons reçu du peuple russe. Ce sommet Russie-Afrique est aussi l'occasion de revisiter la coopération militaire entre Moscou et certains pays africains. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Mais la Russie veut aussi se défaire de cette image de pays fournisseur d'armes et promet une politique de non-ingérence en Afrique. À Bangui, le district 6 n'est plus ce qu'il était. Ses habitants sont obligés de naviguer les eaux assez profondes pour se déplacer. Plus de 6 000 personnes auraient perdu leur domicile des suites des inondations. Cela fait une semaine que nous souffrons. Nos maisons sont inondées. Nos enfants et nous-mêmes sommes très mal en point. Nous ne savons pas où aller. C'est déplorable. Et nous voulons que le président vienne pour voir par lui-même. Après que les digues de la rivière Ubangui aient éclaté la semaine dernière, les habitants de ce quartier de Bangui, habitués aux inondations saisonnières, ont vu leur situation empirer quelques jours plus tard avec de nouvelles précipitations. Nous, Bangui Charia a déplacé les niveaux, ça rentrait dans le quartier, ça a inondé tout le monde. Il y a des maisons écroulées que vous ne pouvez même pas arriver à voir là où les maisons sont écroulées parce que c'est au milieu de l'eau. Moi-même, je suis inondé, ma maison est dans l'eau. Au-delà des dégâts matériels, c'est une autre menace qui plane désormais sur cette partie de la ville. Toutes ces personnes qui habitent ici, ils ont des laundries, mais ces laundries-là vont être détruites. Les laundries sont sorties du trou pour être dans l'eau. Donc moi, je pense que vraiment, on a intérêt. On a intérêt, surtout le ministère de la Santé, qui prenne des dispositions déjà. Pour le député local To Sam Bensa, la pollution de l'eau de la rivière par les latrines informelles représente un réel danger pour la population. On a le risque de contamination des déchets avec les nappes phréatiques, mais avec les puits dans lesquels la population prend de l'eau pour pouvoir se satisfaire ses besoins. La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles intempéries. Sur les 2,2 millions d'habitants que compte le Botswana, 930 000 électeurs inscrits sur les registres électoraux devront élire 57 membres de l'Assemblée nationale et 490 représentants de gouvernements locaux. Ce matin, près de 2200 bureaux de vote du pays ont ouvert leurs urnes dès 4h30 GMT pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir civique. J'espère que le candidat qui gagnera sera capable de proposer des politiques adéquates qui amélioreront nos vies et définir une vision qui permettra au Botswana d'aller de l'avant. Ces élections sont libres et équitables, quels que soient les résultats, peu importe la façon dont les choses se passent. Je suis confiant et je vais tout simplement accepter le destin.
Président du pays de 2008 à 2018, Ian Khama a cédé il y a 18 mois les rênes du Botswana à son vice-président Mokgweetsi Masisi, issu du même parti démocratique du Botswana. Aujourd'hui, il accuse son successeur de dérive autoritaire. Déterminé donc à lui faire mordre la poussière, il a claqué la porte du BDP qui dirige le Botswana depuis 1966 et a appelé à voter pour l'opposition. Je pense que nous avons pris la bonne décision de former une alliance avec les principaux partis d'opposition parce que l'idée était de faire en sorte que le BDP ne revienne pas au pouvoir le 23 octobre. Cette fronde fragilise aujourd'hui la position électorale dominante du BDP, mais le président se dit confiant et rassure ses partisans de l'émergence de son parti. Le BDP est rafraîchi, le BDP est avant-gardiste, dynamique, jeune et mobilise la jeunesse. Nous sommes le seul parti à parler d'économie du savoir. Nous sommes les seuls à promulguer des politiques et des programmes pour aller dans cette direction. L'élection s'annonce très serrée selon les analystes et seuls les électeurs devront trancher ce combat des chefs inédits. Quel que soit le vainqueur, il devra agir rapidement pour transformer l'économie du Botswana. Profiter des manèges, aller voir les animaux et manger de la nourriture frite. La foire de l'État du Texas est un endroit pour tous, quelle que soit votre affiliation politique. Ils pensent toujours que le Texas est un État rouge. Pour cette raison, ils pensent aussi que nous avons tous des bétails, que l'on met des chapeaux de cowboy. Le Texas reste un bastion républicain, mais des sondages récents montrent que seuls 45% des électeurs enregistrés soutiennent le président Trump. Je n'aime pas la façon dont il traite les gens. Je n'aime pas ça. Je pense qu'il devrait mettre un peu de l'eau dans son vin. Ces mêmes sondages montrent que 48% n'ont pas l'intention de voter pour Trump en 2020. Cet État ne deviendra pas bleu. Les républicains disent que les enjeux sont de taille. Cette fois, il y a un réel face-à-face. Tous doivent se rendre aux urnes. En 2016, Trump a remporté l'État du Texas avec une avance de 9 points. 4 ans plus tôt, Mitt Romney avait creusé un écart de 16 points. Au sénatorial de 2018, Ted Cruz, candidat républicain à sa réélection, a battu de justesse le démocrate Beto O'Rourke. Compte tenu du fait que les zones rurales texanes soutiennent en général les républicains, il est trop tôt, selon les experts, pour parler du Texas en tant qu'État pivot. Le Texas est un État grandissant. Les villes également s'élargissent. Cet accroissement donne lieu à une augmentation du nombre d'électeurs démocrates. Les démocrates texans sont ravis de ces changements démographiques. Ils essaient également de séduire les indépendants. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas simplement contents des décisions prises par Trump. Et parmi ces personnes, il y en a qui avaient voté pour lui lors des élections de 2016. La plupart des analystes vont pour l'instant dans le sens de Donald Trump, mais ils préviennent que beaucoup de choses peuvent arriver en une année, en particulier dans le contexte de l'enquête sur une possible mise en accusation du président. Et bonsoir à tous. Grogne chez les Éthiopiens et Kenyans après le retrait du 5000 mètres de la Ligue de Diamant. Dans le cadre de ces réformes, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a décidé de retirer l'épreuve du 5000 mètres du programme de la Ligue de Diamant la saison prochaine. Cette décision n'est pas du tout du goût de l'Éthiopie et du Kenya, pays friands de cette distance. Ils commettent une erreur importante et c'est surtout dommageable pour les Éthiopiens, a déclaré l'athlète éthiopien Telaoun Bekele. Le retrait du 5000 mètres n'est pas le seul changement qui va intervenir en 2020 au programme des meetings de la Ligue de Diamant. Les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 mètres ne seront plus au programme. En Europe, nouvelle date pour le Classico Barça-Real. La Fédération espagnole de football a annoncé avoir fixé au 18 décembre le match de club le plus suivi au monde. Ce Classico FC Barcelone-Real Madrid était initialement prévu samedi, mais reporté en raison des manifestations en Catalogne. Cette nouvelle date a été proposée par les deux clubs. La Liga avait dans un premier temps suggéré de faire jouer la rencontre à Madrid et d'organiser le match retour à Barcelone en mars, mais Catalans et Madriens ont refusé. Le Classico Barça-Real réunit, je le rappelle, environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition, selon les chiffres de la Liga. Ici, en NBA, 2 matchs à sensation pour lancer la saison 2019-2020.
Le champion en titre Toronto a eu besoin d'une prolongation, mais surtout d'un immense Pascal Siakam pour s'imposer à domicile aux dépens de la Nouvelle-Orléans, 130 à 122. Les Raptors, qui viennent de prolonger de 4 ans le contrat de Siakam, ont vu le Camerounais, qui gagnera désormais 130 millions de dollars sur la durée, sortir un match monstrueux avec 34 points, 18 rebonds et 5 passes décisives à son actif. À l'ouest, les Clippers, emmenés par la nouvelle star Kawhi Leonard, ont remporté la première bataille de Los Angeles face aux Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis, battus 112 à 102. Retour sur le continent pour parler du noble art. Vous le savez, dans les bidonvilles africains, les clubs de boxe sont considérés comme un bon moyen de garder les jeunes garçons hors de la rue. C'est aussi pour eux un moyen d'exprimer leur frustration par le sport plutôt que par la criminalité et de les sortir de la pauvreté. En Ouganda, cependant, une femme est montée sur le ring, non seulement pour gagner des médailles, mais aussi pour permettre aux autres jeunes femmes de se défendre. Alima Atoumani l'a suivi à Kampala. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Hélène Baleke marchait une nuit dans le bidonville de Katanga, un quartier de Kampala, quand un jeune homme s'est approché d'elle et a commencé à la toucher. Je n'aimais pas que les garçons me touchent. Je savais que s'il le faisait, le résultat final serait la grossesse ou le VIH. Alors, quand il m'a tripoté, j'ai voulu me battre, mais il m'a tabassé. Baleke est rentrée chez elle, le nez ensanglanté. Elle n'a pas parlé de son agression à sa mère, ni la façon dont elle avait l'intention de s'y prendre. Elle a commencé à se faufiler hors de la maison tôt le matin pour s'entraîner à la boxe. Je l'ai attendue et quand elle est revenue, elle m'a dit « Maman, j'ai assommé une fille. » Et j'ai dit « Quoi? Tu as assommé une fille ?» Je lui ai dit « Tu seras battue, mais ne viens jamais ici en pleurant. Le jour où ils te frapperont l'œil et l'arracheront, ça sera ton problème. » Je n'étais pas du tout heureuse. La mère de Baleke s'est opposée à ce que sa fille pratique la boxe. Cependant, elle a continué à s'entraîner, à combattre et à gagner. En août, aux Jeux africains de Rabat au Maroc, elle a remporté une médaille de bronze, devenant la première boxeuse ougandaise médaillée chez les 18 ans. Baleke forme également certaines femmes, comme la coiffeuse Maureen Adjabo à l'autodéfense, et d'autres pour les aider à rester hors de la rue. Je vois tellement de filles, elles sont jeunes, elles boivent de l'alcool, elles tombent enceintes. Certaines attrapent le VIH. Elles ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, ni de leurs enfants. Elles fument de la drogue, elles prennent tout ce qui les défonce. Cela me fait mal. Le bidonville de Katanga abrite 20 000 citadins pauvres qui vivent dans des conditions de surpeuplement. Les femmes y sont souvent victimes d'actes criminels. Pour les aider à gagner de l'argent tout en continuant à boxer, Baleke a mis en place un atelier de couture. Qu'il s'agisse d'enseigner comment frapper un tissu avec une aiguille ou un adversaire dans le ring, Baleke participe activement à l'autonomisation des jeunes femmes dans ce bidonville de Katanga, dans la capitale ougandaise. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. À Casablanca, des professionnels de la beauté dévoilent leurs derniers produits. Ici, les femmes préfèrent plus les produits faits à base d'ingrédients dont elles connaissent les valeurs nutritionnelles et rejettent de plus en plus les produits composés de façon synthétique. On arrive à faire avec ça un make-up parce qu'on a beaucoup de références, un make-up très très naturel, surtout quand on fait la base, correcteur, fond de teint, on ne voit pas la base sur le visage. Et je trouve que c'est la chose la plus importante. Les femmes veulent peut-être un look parfait, mais elles sont plus prudentes. Elles recherchent des rouges à lèvres, des crèmes et des potions qui donnent un bon résultat sans effet néfaste. Celles qui achètent ici lisent attentivement la liste des ingrédients avant de s'engager. Le produit contre la vieillesse proposé demeure cependant toujours aussi populaire. Cette exposition offre à chacun la chance de voir les dernières compositions en matière de beauté. Cette année, nous venons avec de nouvelles technologies, essentiellement dans le domaine de l'amincissement, à travers la cryothérapie avec des équipements comme le cryocell qui est derrière nous, qui est un équipement essentiellement fait pour travailler sur de la graisse localisée
par un système de congélation par le froid. Les marques sont aussi rigoureuses quant au choix des ingrédients qui entrent en ligne de compte dans la composition des produits de beauté. Plusieurs d'entre eux sont bien connus tels que le miel, l'huile d'argan, l'eucalyptus, la rose et l'anis. On note également un intérêt particulier pour les nouvelles technologies en ce qui concerne le traitement des cheveux. Merci. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.